Donc bonjour. Continuons avec le chapitre 4 qui concerne l'énergie des réactions enzymatiques. Bon, dans la première partie, nous avons parlé de l'énergie d'activation et de l'état de transition. Donc ces deux notions, l'énergie d'activation, on a parlé d'abord de l'énergie d'activation, qui est quoi? Qui est l'énergie nécessaire à n'importe quelle réaction. C'est un taux d'énergie qu'il faut apporter à une réaction pour qu'elle puisse démarrer et évoluer vers le produit. L'état de transition est très lié à l'énergie d'activation parce que l'état de transition concerne les substrats. Donc, quand toute l'énergie d'activation est absorbée par le substrat, on a appelé ça l'état de transition. C'est un état de grande instabilité. C'est le pic, c'est l'état de plus haute énergie dans une courbe d'énergie pour une réaction, où les substrats ils ont absorbé toute l'énergie d'activation. Ils sont dans un état excité, c'est dans un état de très haute énergie, d'instabilité. Tout cela va permettre de passer à l'étape de formation du produit. Pourquoi? Parce que les liaisons, on a dit, elles sont déstabilisées, elles sont distordues. D'accord? Donc, pour la suite, ce que nous allons voir maintenant, pardon, l'énergie nette. Donc là, quand on va parler, maintenant on va commencer à parler de l'énergie nette, de l'enthalpie, de l'énergie libre de Gibbs, etc. Ça, c'est des nouvelles notions. Ces notions, elles servent en premier à déterminer le type de réaction. Donc, c'est pour savoir quel type de réaction, et chaque réaction, elle a ses caractéristiques. D'accord? Donc, il faut connaître, quand on étudie les réactions chimiques ou biologiques, c'est la même chose. Il y a des changements d'énergie au cours de ces réactions, et à travers ces changements d'énergie, on peut calculer et peut déterminer les types de réactions et savoir chaque réaction, euh, c'est-à-dire prédire, prédire ses propriétés. Très bien. Donc l'énergie nette, c'est le bilan énergétique. Donc dans une réaction, on passe d'abord de l'étape du réactif. Ensuite, ça va évoluer avec l'énergie d'activation vers l'étape de transition. Ensuite, ça va continuer jusqu'à l'étape de produit. Donc, au cours de ces étapes, à la fin de chaque réaction, on peut mesurer, on peut calculer l'énergie nette, le net, ou bien le bilan énergétique. Donc, on peut calculer un bilan, on peut faire un bilan de cette réaction, un bilan comme n'importe quelle opération qu'on peut faire, on va faire à la fin son bilan. On va voir si elle est avantagée ou bien désavantagée, est-ce qu'elle est positive ou négative, etc. Pour calculer le bilan énergétique ou l'énergie nette, on doit d'abord par calculer deux choses. On doit calculer l'énergie interne du système et l'enthalpie. On va voir, c'est très simple. D'abord, l'énergie interne d'un système, ça concerne toute l'énergie contenue dans un système isolé, un système fermé, un système physique. Donc un système, si c'est une réaction, c'est un système fermé, une solution avec des réactifs, les cofacteurs, les enzymes, etc. C'est l'énergie qui est contenue dans ce système. Quand ce système il est isolé, l'énergie qui est contenue, elle est constante. Ça, qu'est-ce qui nous dit ça? C'est la première loi de thermodynamique qui va nous dire que l'énergie n'est ni créée ni détruite, mais seulement transformée quand ça concerne un système isolé. Donc ça, c'est la loi de conservation de l'énergie. Donc quand on a un système qui est fermé, donc on va supposer que notre réaction, c'est un système fermé, son énergie, elle est constante. Comment on calcule l'énergie interne? U, qui est l'énergie interne, c'est Q moins W. Ce qui veut dire Q, c'est l'énergie apportée, c'est la chaleur apportée à la réaction. W moins W, c'est le travail de la réaction. Donc on n'aura pas besoin de calculer ça, c'est juste pour savoir. Donc d'abord, on doit avoir l'énergie interne du système. Il y a un taux d'énergie du système isolé. Ensuite, il y a l'enthalpie. L'enthalpie, c'est une mesure. Donc l'enthalpie, c'est une mesure qu'on va déduire. On doit d'abord avoir l'énergie interne et lui ajouter la pression fois le volume. D'accord. Pourquoi? Cette mesure, c'est l'une des mesures préférées que vous allez voir en physique, en chimie, en biologie, etc. Parce qu'elle décrit très bien, elle facilite la description du transfert d'énergie à pression constante, donc avec les facteurs environnants. Donc c'est une mesure qui est précise.
c'est une mesure du changement d'énergie. Donc, l'enthalpie auquel on va donner le symbole H est égal à delta U, qui est l'énergie interne, plus la pression fois le volume. Une fois nous avons l'enthalpie, donc on va calculer les enthalpies au cours de la réaction. Donc, nous devons calculer l'énergie interne pour calculer l'enthalpie. Et quand on a les enthalpies, donc on va calculer l'enthalpie donc, dans les différentes étapes de la réaction. On va dessiner une courbe des enthalpies. D'accord? Et quand on sait calculer l'enthalpie, on va passer au bilan énergétique. Donc le bilan énergétique ou l'énergie nette, c'est lui qui va servir à déterminer le type de la réaction. Donc la première, donc la différence entre l'énergie finale de la c'est quoi? C'est la différence entre l'énergie finale, donc dans la dernière étape, l'énergie au niveau du produit, moins l'énergie d'activation. Donc c'est ce qu'on appelle le delta H. Le delta H, cette différence qu'on appelle le bilan énergétique. Donc on va voir à la fin l'énergie qu'on a à la fin, moins l'énergie d'activation. Et cette énergie, elle va dépendre des liaisons qui se sont formées et celles qui se sont rompues au cours de la réaction, car l'énergie, elle est stockée dans les liaisons, on l'a déjà dit. Donc là, on va commencer à étudier et on va utiliser cette valeur, cette mesure pour décrire les réactions. D'abord, si le delta H, donc c'est la différence d'enthalpie, est négatif, on va parler d'un processus qui est exothermique. Exothermique, ça veut dire quoi? Exothermique, c'est un processus, c'est une réaction qui va dégager de la chaleur. Donc, elle va libérer de l'énergie du système vers l'extérieur. Dans ce type de réactions qui sont exothermiques, donc l'énergie qui est dégagée par la formation des liaisons du produit, elle est supérieure à l'énergie d'activation. Donc, à celle nécessaire pour briser les liaisons du substrat. Donc, c'est ce qu'on voit ici, dans ce type. Donc, dans la courbe d'énergie, nous avons que l'énergie au niveau des produits, donc l'énergie pour la formation du produit, elle est plus importante pour briser les liaisons du substrat. Donc, et certaines réactions, donc quand on est dans ce cas de figure, c'est des réactions qui sont exothermiques, ou c'est très courant en chimie, quand on fait des réactions au labo, c'est des réactions avec un solvant, avec de l'eau, avec des produits, sans rien, on fait le mélange et quand on touche le récipient, on le trouve chaud. Pourquoi? Parce que la réaction, elle est exothermique, c'est une réaction qui dégage de la chaleur. D'accord? C'est le cas par exemple là, quand on fait la préparation de certains acides comme le DTA. D'accord? Et certaines réactions chimiques, bien sûr, elles peuvent dégager une énorme quantité d'énergie. Par exemple, certaines réactions, quand on voit par exemple dans les films, etc., dans un laboratoire, on peut faire une réaction et ça peut exploser. Cette explosion, c'est une réaction exothermique qui a mal tourné. D'accord? Et le contraire, si le delta H il est positif, donc le signe positif, le processus on l'appelle endothermique. Donc ça implique endothermique, ça absorbe la chaleur. Ce type de réaction, il a besoin d'être alimenté. C'est des réactions qui doivent être alimentées par la chaleur, qui doivent être chauffées. Donc c'est l'énergie nécessaire pour la formation, pour briser les liaisons du substrat, qui est l'énergie d'activation, est plus importante que l'énergie au niveau du produit, l'énergie pour la formation du produit. Donc l'énergie d'activation elle est supérieure à l'énergie du produit. Donc généralement c'est les réactions de synthèse et ces réactions elles ont tendance à absorber de la chaleur. Il y a des réactions dans l'autre côté, quand on prépare la réaction, on mélange les composants, on touche et on trouve que c'est froid parce que ça absorbe la chaleur. D'accord? C'est le cas du NaOH. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a deux types selon l'enthalpie, la différence d'enthalpie. Donc, soit on est dans le cas de réactions exothermiques ou bien des réactions endothermiques. Très bien. Là, on passe à une autre mesure. C'est l'énergie libre de Gibbs. L'énergie libre de Gibbs, il va parler, cette énergie, c'est une autre mesure comme l'enthalpie, mais elle est plus précise. D'ailleurs, ça va impliquer l'enthalpie. Donc d'abord, tout système possède une enthalpie. D'accord?
Donc n'importe quelle réaction, elle va posséder un enthalpie, dont seule une partie est susceptible d'être cédée en milieu extérieur sous forme de travail utile. Delta G. Donc le delta G, c'est l'énergie libre de Gibbs, à température et à pression constante. D'accord? Donc, cette mesure, elle va permettre d'évaluer la partie de l'énergie du système, delta H, donc delta P, qui n'est pas perdue sous forme de chaleur. Plus simplement, donc chaque réaction, elle a une enthalpie. Donc, c'est une mesure de transfert de chaleur. Mais dans cette enthalpie, dans cette mesure, il y a seule une partie de cette enthalpie, de cette mesure, de cette chaleur, qui peut être cédée en milieu, qui peut produire du travail. Donc le travail, c'est une force d'énergie fournie par cette force en mouvement. Donc c'est l'énergie en mouvement. Donc c'est l'énergie qui va donner un effet mécanique. C'est ce qu'on appelle un travail. Donc dans un taux d'énergie qui est l'enthalpie, seule une partie, elle est utile. Une autre partie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être perdue. Elle n'est pas utile. C'est ce qu'on appelle l'entropie. D'accord? Donc la mesure de l'énergie libre de Gibbs, c'est l'enthalpie, delta H, moins la température en Kelvin, fois l'entropie. Delta S, c'est l'entropie. L'entropie, c'est quoi? C'est une mesure de désorganisation. Donc quand on parle d'entropie en physique, c'est la désorganisation. Donc plus l'entropie, c'est l'énergie, on va dire, c'est l'énergie de désorganisation, c'est l'énergie perdue. Donc plus l'entropie d'un système est élevée, moins ces éléments sont ordonnés, liés entre eux, et capables de produire des effets mécaniques. Donc c'est une perte d'énergie. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire l'énergie et la chaleur perdue à l'enthalpie. Donc on va se retrouver avec l'énergie libre de Gibbs, qui est la meilleure mesure qu'on utilise dans la mesure des courbes d'énergie des réactions biologiques, notamment enzymatiques. Donc, aussi, cette énergie libre, elle va nous éclairer par rapport si elle est positive ou négative. Est-ce qu'on est pour quel type de réaction? Donc si le delta G, l'énergie libre, elle est négative, de signe négatif, donc moins, donc quand on la calcule, la réaction, on l'appelle exergonique. Exergonique, ergon, c'est toujours qui revient. Ergon, c'est quoi? Ergon, c'est travail. Donc, c'est une réaction qui est avantagée. Hexagonique, elle va libérer de la chaleur, elle va aller avantager d'un point de vue énergétique. On appelle aussi une réaction hexagonique, on l'appelle spontanée. On va voir c'est quoi. Les substrats, donc là, dans la courbe, l'énergie libre de Gibbs par rapport au temps, là c'est plus l'enthalpie, c'est l'énergie libre. L'énergie contenue dans le produit, elle est plus importante que l'énergie au départ, l'énergie au niveau des substrats. D'accord? Donc généralement, c'est les réactions de catabolisme. En biologie, c'est les réactions de catabolisme qui sont caractérisées par ce caractère hexagonique. Au contraire, quand le delta G il est positif, on parle d'une réaction endergonique. Endergonique, c'est qu'elle est désavantagée d'un point de vue d'énergie. Donc l'énergie au niveau pardon. Oui, au niveau du produit, elle est supérieure à l'énergie au niveau du substrat. D'accord? Donc, d'un point de vue énergétique, la réaction, elle nécessite un apport d'énergie. Donc, généralement, dans ce cas, c'est les réactions de l'anabolisme. Donc, c'est une réaction de synthèse. Quand le delta G est à 0, donc il est nul, donc on va parler de la mort de la cellule. Donc, ça n'existe pas dans la nature. Donc, il doit y avoir toujours un échange. S'il n'y a pas d'échange de chaleur, c'est comme dans le corps humain. Quand le corps humain, il n'y a plus de chaleur, il ne dégage plus de chaleur, on va dire qu'il est mort. Donc dans toutes les cellules, il doit y avoir toujours un échange de chaleur, d'énergie. Donc on revient à la notion de spontanéité. On a dit que les réactions hexagoniques qui ont donc le delta G négatif, donc c'est les réactions où l'énergie au niveau du substrat, donc au départ, elle est plus importante qu'au niveau des produits. On va parler des réactions spontanées. Donc c'est quoi la spontanéité? Donc un processus ne se produira que spontanément, sans énergie supplémentaire, que s'il augmente l'entropie de l'univers dans son ensemble. Ça, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc un processus qu'on dit spontané, c'est un processus qui peut
il va augmenter l'entropie. On a dit l'entropie, c'est la désorganisation. C'est une mesure de désorganisation, le delta S. Donc, un processus qu'on dit spontané, c'est un processus il va influer sur son extérieur, donc l'extérieur de son système. C'est-à-dire, il va dégager de l'énergie. Cette énergie qu'il va dégager, c'est une énergie qui va perturber l'extérieur, donc l'univers dans son ensemble. C'est-à-dire n'importe quelle réaction qui est exergonique, qu'on appelle spontanée, elle est avantagée d'un point de vue énergétique au point d'ajouter de l'énergie à l'univers. Donc elle augmente son entropie. Donc un processus est spontané s'il est avantagé d'un point de vue thermodynamique et il augmente l'entropie du milieu extérieur. Donc la spontanéité donc, de la réaction, elle est très liée à la réversibilité. La réversibilité d'une réaction. Donc, une réaction réversible, vous savez, donc elle va dans les deux sens. Donc, c'est une boucle. Donc, la notion de spontanéité est directement liée à celle de réversibilité. Donc, si une réaction, elle est endergonique dans un sens, dans une direction, elle est obligatoirement exergonique dans l'autre. On va l'expliquer. Donc, généralement, donc, comme les réactions de métabolisme sont souvent réversibles, les réactions exergoniques cataboliques fournissent l'énergie nécessaire aux réactions anaboliques. On a donné l'exemple ici de la synthèse de l'ADN, de l'ATP, pardon. Donc l'hydrolyse, donc l'ATP, sa synthèse et son hydrolyse. Donc la réaction d'hydrolyse de l'ATP, donc l'ATP plus l'eau qui donne l'ADP plus PI, il va dégager de l'énergie. Donc c'est une réaction qui dégage de l'énergie. Donc on va parler d'une réaction qui est exergonique. Donc son delta G, il est négatif. D'accord? Et la réaction, elle est exergonique, donc c'est une réaction qui est... Donc cette réaction, on va dire qu'elle est spontanée. Spontanée parce qu'elle ajoute de l'énergie au système. Par contre, la synthèse de l'ATP, qui est la réaction inverse, donc l'ADP plus PI, nécessite de l'énergie qui doit être apportée à cette réaction. Donc elle est désavantagée, donc on parle d'une réaction endergonique. Et c'est vrai, le delta G, il est de signe positif. D'accord? Donc, et cette énergie pour la synthèse, pour la réaction endergonique anabolique, elle est fournie par cette réaction, par la réaction exergonique qui est spontanée. Donc elle est avantagée et elle va fournir de l'énergie à la réaction inverse. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont liées. Donc, ces deux réactions, donc elles ont une énergie égale, de valeur égale, mais égale, exactement égale, mais de signes opposés. Donc la réaction, elle va changer juste de signe. La valeur du delta G, elle va rester similaire. Donc, et merci, je vous remercie et au prochain chapitre, Inch'Allah.